J'ai le très grand plaisir, je dirais aussi honneur, d'accueillir Laila Del Monte et Conrad White Eagle. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Laila, je vais te demander de ne pas hésiter à parler un peu plus fort, peut-être parce que c'était la première prise de parole. Yes. Très grand plaisir de vous accueillir tous les deux. Une émission ce soir qui va être consacrée à la communication que l'on peut avoir avec les animaux. Alors, qui de nous tous n'a pas encore vu L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux? Alors certes, c'est un film, c'est un roman, mais qui n'a pas souhaité eh bien, pouvoir communiquer avec nos frères, les animaux? Depuis les temps anciens, le peuple amérindien vivait en harmonie, en osmose avec le grand tout, et savait communiquer naturellement avec toute forme de vie, les végétaux, les éléments, les minéraux, mais aussi avec les animaux. Voilà, ça c'est le 4e de couverture du dernier livre de Laila, Little Wolf, Comment j'ai appris à communiquer avec les animaux. C'est un roman, mais on va dire que ce roman est initiatique. Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Oui. Alors, par quoi on va commencer? Eh bien, j'aimerais que vous puissiez nous dire déjà tous les deux, comment est-ce que vous considérez finalement communiquer avec les animaux, c'est une chose, on se joint à vous, on essaie de saisir, de comprendre comment est-ce qu'on peut apprendre, il s'agit d'un apprentissage, à communiquer avec les animaux, mais c'est bien plus que cela. Notre vision du monde, quant à cette possibilité de communiquer avec les animaux, s'en retrouve totalement modifiée. On parle là d'un élargissement de la conscience. Il ne s'agit plus d'être comme l'humanité a peut-être été jusqu'à maintenant, si ce n'est à travers certains peuples natifs, puisque je faisais référence tout à l'heure aux Amérindiens, mais nombreux sont sur cette terre ces peuples natifs qui communiquent encore avec les éléments, avec les différents règnes de la nature. Alors on pourrait penser, nous, en tant qu'occidentaux, à un rêve. Ah, c'est super, communiquer avec ces animaux, ouais, c'est génial, mais qu'est-ce que cela demande? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier de soi pour pouvoir le faire? Je dis le faire, mais je devrais plutôt dire être. Donc nous allons aborder ça ce soir, et je vous repose cette question. Comment est-ce que vous-même vous vous décrivez? Vaste question. Alors, cette question. Conrad. Comment se décrire? Bon, d'abord, on est des personnes complètement ordinaires. Communiquer avec les animaux, comme avec toute forme de vie, toute forme d'énergie, est possible. On n'a rien inventé, d'accord? Comme tu le disais, Laurent, ça vient des anciens peuples. Les anciens peuples, depuis des centaines, voire des milliers d'années, communiquaient avec toute forme d'énergie, toute forme de vie. Nous, on a appris à le faire comme beaucoup d'autres personnes. On en a tous la capacité, l'être humain a la capacité de faire énormément de choses dès son enfance. Mais après, c'est vrai qu'il évolue vers quelque chose par son éducation et par la vie qu'il mène, et mené à se couper petit à petit de ses vraies valeurs. Alors, nous, on a eu la chance de pouvoir être connectés à ça en permanence sans que quelqu'un nous oblige à prendre un autre chemin. D'accord? Un chemin plus basé dans quelque chose de matériel. Donc on a eu la chance de pouvoir développer ça dès l'enfance et de pouvoir comprendre que vraiment on communiquait avec les animaux dans leur langage. C'est-à-dire dans le langage, on va dire, télépathique. Je prends l'exemple des loups, par exemple, quand des loups vont chasser, eh bien, les 3 ou 4 loups qui vont chasser, même à 100 km de la meute, ils restent en communication télépathique entre eux. Donc c'est ce qu'on aborde nous, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens, et tout le monde l'a à la naissance. C'est pas quelque chose c'est pas un don inné, c'est pas certaines personnes dotées de ça. C'est que l'être humain naît avec énormément de capacités. Faut savoir que l'être humain, quand il naît, quand il est enfant, est comme un animal. Il a tous ses sens ouverts, il a quelque chose, une certaine vérité qui est en harmonie avec la terre. Et donc après, forcément, dans son évolution, eh bien, soit il se coupe de ça, soit il amplifie. Et c'est chacun son chemin, en fait. Alors Leïla, Oui. Tu souhaites rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Conrad? Oui, je voudrais rajouter que je vais parler juste un tout petit peu, donner une base un peu par rapport à la physique quantique. Donc je ne suis pas physicienne, mais selon Edison et Einstein,
le cerveau humain peut se connecter à tout autre cerveau humain instantanément et de façon plus rapide que la lumière, plus rapide que le signal émis par nos cell phones. Et je considère qu'un cerveau animal, c'est de la même façon qu'un cerveau humain, et on peut se connecter à ce que émet le cerveau animal, et c'est pas que son cerveau, c'est tout ce qu'il émet lui, c'est les fréquences de ses pensées, de ses émotions, de tout son être. On peut se connecter instantanément, et dans cette connexion, il n'y a pas de temps et d'espace, et cette connexion, elle va plus vite que la lumière. Et je pense que cette connexion se fait parce que justement tout est conscient, toute chose qui vit est consciente, tout animal, tout être vivant, toute plante, toute pierre, tout a une conscience. Et on peut se connecter à cette conscience d'esprit à esprit. Et c'est de cette façon-là qu'on appelle que la communication animale, enfin que je lui ai donné ce nom, from spirit to spirit, de notre esprit vers l'esprit de l'autre. Au jour d'aujourd'hui, dans quelle mesure, puisque vous voyagez un peu partout en Europe, dans le monde, aux États-Unis notamment, dans quelle mesure est-ce que vous estimez à l'heure actuelle que la communication avec les animaux est rentrée, je dirais, alors dans les mœurs ou la conscience de nous, Européens ou Occidentaux, on va dire ça comme ça plutôt? Alors, bon, États-Unis, c'est quand même rentré beaucoup plus dans les mœurs. Il y a beaucoup de demandes par rapport dans le monde du cheval, dans les courses, l'entraînement, quelquefois les vétérinaires. C'est plus accepté. En Europe, c'est encore un peu plus, c'est plus nouveau. Alors j'ai eu l'occasion, il y a longtemps de cela, de lire un article justement qui était spécialisé dans les chevaux. Un grand jockey de saut d'obstacle qui, à l'heure actuelle, à l'occasion d'éduquer, je ne sais pas d'ailleurs, ça sera toute notre terminologie, notre vocabulaire sera revisité ce soir grâce à vous, de pouvoir faire appel à toi pour justement aider au sein de son centre équestre par rapport aux difficultés qu'il pouvait rencontrer avec ces chevaux qui eux-mêmes font de la compétition. Donc quand j'ai lu cet article, déjà je me suis fait waouh! C'est intéressant qu'un homme reconnu du milieu équestre, du saut d'obstacle, puisse faire appel à toi, parce que ça montre déjà une ouverture d'esprit. Oui. Donc, est-ce que ça, c'est monnaie courante? Je vais pas dire. Bon, ça c'est Michel Robert, c'était lui. Il a un esprit très ouvert et c'est une grande star enfin Europe, internationale, et il a beaucoup d'ouverture d'esprit que je pense que un grand cavalier est obligé d'arriver à cette ouverture d'esprit parce qu'on peut pas être un grand cavalier si on se connecte pas en esprit avec son cheval. Mais je vais pas dire que c'est monnaie courante, mais aux États-Unis il y a quand même beaucoup de courants, il y a beaucoup plus de choses, plus de découvertes. Oui. D'accord. Alors, c'était juste un petit aperçu comme ça de ce qui se dit ou fait à l'heure actuelle, des échos qu'on peut en avoir à travers la lecture, la presse d'une manière générale. On parle de communication avec les animaux, sans pour autant saisir ou comprendre tout ce que cela implique. Et ça va très très loin. Alors, de prime abord, avant de développer tout ce qui serait amené à être remis en question suite à la communication avec les animaux, j'aimerais qu'on parle de vous. Alors, non pas, bien entendu, de vous pour parler de vous, mais c'est évident, mais il est clair qu'il s'agit d'un cheminement de conscience, d'ouverture de conscience. Et dans ce sens-là, pour tous les auditeurs, eh bien, peut-être avoir des points de repère par-ci, par-là, de comment nous, de notre ouverture de conscience qui est au jour d'aujourd'hui, pouvoir peut-être cheminer avec vous tout au long de ce que vous allez nous faire partager ce soir, de votre vécu, car il est clair que, au même titre que certains ont des dons, des capacités dès la naissance, Conrad, tu nous parlais de l'enfant, eh bien ces dons ou ces capacités innées viennent à être étouffées par, notamment et surtout en Europe, cet esprit matérialiste a des vertus, mais il a aussi malheureusement un retour de la médaille, à savoir qu'il nous confine, qu'il nous étouffe dans cette intuition, dans cette possibilité à reconnaître que la vie est magique et que tout communique avec tout. Alors autant les peuples natifs, eux, ça leur paraissait une évidence, on les a souvent décrits comme des primitifs, il y a de cela quelques siècles maintenant, mais même encore au jour d'aujourd'hui, selon les pays. Alors ce qui serait très intéressant, c'est de savoir par où tout a commencé.
Tout un programme. Alors, je vais donner la parole, non pas aux dames pour le coup, Non, mais à Conrad. Je savais. Alors, Conrad E. White Eagle. White Eagle, l'aigle blanc. Est-ce à dire que ce nom te vient parce que tu parles très très bien français? On pourrait dire, bon, tiens, un Européen, français, qui a décidé de s'immiscer dans la culture amérindienne. Tout de suite, ça fait référence à la culture amérindienne. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec cette culture ou pas? Alors oui, bien sûr. Moi, je suis métissé. C'est-à-dire que mon père est français et ma mère est d'origine amérindienne, d'origine cheyenne plus exactement, en Amérique du Nord. Donc le nom White Eagle m'a été donné par mes ancêtres. D'accord. Après, bon, pour en revenir à ce que tu disais, d'où cela a commencé. Moi, personnellement, j'ai eu la chance, en étant enfant, que mes parents puissent me laisser faire le choix de mon cheminement. D'accord, ils ne m'ont rien imposé. J'ai fait le choix moi-même et ce choix-là était de me porter vers la nature, de me retourner vers elle et d'être en harmonie avec elle tout simplement et d'essayer de comprendre quel était mon chemin à travers la nature. Qu'est-ce qu'elle pouvait m'apporter? J'ai eu énormément de réponses en observant pendant de très nombreuses années et encore maintenant, en observant la nature, en observant les animaux. J'ai compris qu'il y avait une certaine vibration qui pouvait s'échanger et un langage qui pouvait être fait. Et à travers ces découvertes, petit à petit, je me suis affiné. J'ai compris que l'être humain en était capable. Et donc, j'ai continué sur ce chemin tout naturellement. Et comme je le disais, j'ai eu la chance qu'on ne m'impose absolument rien. D'accord. Certains de mes camarades avaient un certain cheminement à faire, au niveau scolaire, au niveau éducation, au niveau religion, etc. Moi, j'ai choisi un autre chemin, parce que j'estime que l'être humain, très souvent, on ne lui donne pas le choix de faire les choses, par conviction. On dit, bon, dans ta vie, il va falloir faire ça, il y a quelque chose à accomplir, il faut fonder une belle vie de famille, il faut avoir une bonne éducation, il faut avoir une bonne place sociale et professionnelle. Mais moi, je le voyais différemment. Donc j'ai essayé de suivre mes propres convictions. En étant jeune, j'ai essayé de voir la vie à ma manière et de ne rien me laisser imposer par les autres. Et c'est comme ça que j'ai su, petit à petit, qu'il y avait un langage possible et que le langage était établi entre la nature, les animaux et moi. Et je me suis aperçu au fil du temps que forcément, par rapport à mes camarades, à mes collègues, aux gens de mon âge, c'est vrai que j'avais l'air un petit peu à part, mais je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient aussi. Alors, ça pose de nombreuses questions. La première ou les premières questions qui viennent comme ça en moi, c'est qu'un enfant puisse s'ouvrir à ces dons-là, à ces capacités-là, à travers surtout l'observation. Et quelle observation, quelle écoute il faut pour décrypter ces vibrations subtiles de prime abord. Faire silence en soi, arrêter de projeter sur ce que l'on voit, que ce soit les animaux, les plantes ou autres, ce que l'on désire d'eux, tout simplement. Être juste là, dans ce silence et dans cette écoute, cette observation, cette contemplation, devrais-je dire. Tu nous parles de la manière dont tes parents t'ont laissé le libre choix. D'un autre côté, puisque tu as une mère cheyenne, d'origine cheyenne, est-ce que justement de cette culture amérindienne, est-ce qu'elle t'en a retransmis à travers justement ce noyau familial, j'irais une certaine forme d'essence par rapport à la vie d'une manière générale? Est-ce que ça t'a conforté justement dans le fait de t'ouvrir? Alors je vais vous étonner un petit peu. Non, quand j'étais enfant, on ne m'a rien transmis de ma culture, en fait. Quand je dis on m'a laissé le libre choix, c'est vraiment le libre choix. Je n'étais pas lié à ma culture. Ça fait quelques années maintenant que j'y suis vraiment très profondément lié, mais par choix aussi. Mais j'ai découvert les choses par moi-même sans être influencé par aucune culture, ni la mienne, ni la culture occidentale. J'ai été éloigné de ça volontairement. Je suis né en France, j'ai fait mon éducation en France, et je n'avais aucune notion de ma culture. Je savais que j'appartenais à ce peuple, je savais qu'il y avait un lien très fort que j'avais dans le cœur et dans l'esprit, ça me parlait, ça m'appelait, mais on ne m'a pas imposé ni montré ma culture quand j'étais enfant. Et de toi-même, pas le désir d'ouvrir des livres sur la culture amérindienne, de voir finalement l'état d'esprit ou la philosophie qui accompagne ces peuples? Ça, je l'ai fait plus récemment, dans mon cheminement de vie.
J'ai senti le besoin de me reconnecter à mes sources, à mes racines. J'ai senti le besoin de découvrir vraiment le peuple auquel j'appartiens. Mais non, pas enfant. Enfant, moi, mes livres, c'était la nature. Je lisais pas beaucoup à l'époque. Et tout ce que je découvrais, tout ce que j'avais envie de découvrir, eh bien, les animaux me le montraient, la nature me l'a montré, par ses vibrations, par ses perceptions. Et j'ai fait mon petit cheminement personnel, en fait. Donc, est-ce que ça sous-entend que tes parents, en dehors de ce libre choix, ne t'ont pas inculqué une certaine forme de philosophie? Parce que pourtant, en tant qu'enfant, on reçoit des parents une éducation, si on peut appeler ça une éducation. Cette éducation, elle est transmise avec des valeurs. Est-ce que ces valeurs, quelque part, étaient à ce point-là ouvertes, qu'elles rejoignaient, ou quelque part, la communication avec la nature, pour toi, s'imposait de par justement les valeurs que t'avaient transmises tes parents? En fait, la seule philosophie que mes parents avaient, c'était de me dire, vois les choses par toi-même. Nous, on peut te montrer un chemin, on peut te montrer quelque chose, on peut te montrer une éducation, mais tu es libre de voir le chemin par toi-même. Tu es libre de regarder les choses à ta manière. Voilà, ça, c'était la plus belle philosophie que mes parents aient pu me transmettre. Alors, de cette contemplation, pour un jeune enfant, voire adolescent, pour avoir un peu expérimenté cet état-là, j'aurais tendance à dire effectivement que se joindre à l'école, dans l'éducation, des camarades, etc., et d'avoir cette contemplation instinctive ou intuitive, aurait tendance à nous mettre un peu sur le banc de ceux qu'on considère comme les originaux, dont on se moque. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Un petit peu, oui. La réalité, c'est que j'étais quand même très à part à l'école. J'étais souvent, je me mettais volontairement de côté parce que moi-même, je me sentais pas percevoir les choses comme les autres. Et les autres ne me sentaient pas pareil qu'eux, me sentaient complètement différent. Donc ça a imposé en moi aussi quelques questionnements vis-à-vis de l'être humain. Très tôt, je me suis posé des questions sur l'être humain parce que justement, je ne comprenais pas forcément les attitudes qu'ils avaient par rapport à ce que moi j'étais. J'aurais préféré que les gens échangent, posent des questions, plutôt que de me mettre de côté. Alors, par la force des choses, je me suis moi-même retiré un petit peu par rapport au jeu, par rapport à tout ce que peut partager un enfant, en fait. Et puis, ça m'a permis aussi d'observer l'être humain, en me mettant un peu en recul, un peu en retrait. C'est pour ça que j'ai fait vraiment mon cheminement. Pas de frères et sœurs? J'ai une sœur, oui. Est-ce qu'elle-même a été dans cette énergie d'ouverture, de contemplation? Alors, pas directement au niveau de la nature, mais elle a d'autres capacités, d'autres dons. Au niveau des êtres humains, elle a d'autres capacités qu'elle essaie de comprendre et d'amplifier même à l'heure actuelle. Elle continue à marcher sur ce chemin et à découvrir qui elle est aussi. Me vient cette pensée, dès le moment où à travers cette contemplation, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as pu rentrer en communication avec un animal? Laïla parlait de la télépathie. Est-ce que pour toi ça t'a paru évident? Parce qu'on peut contempler un animal, on peut de par l'intérêt qu'on porte à un animal, et je pense que c'est ce que font les ethnologues, par exemple, s'intéresser aux loups, par exemple, et de voir et de comprendre leur comportement au sein de la meute, leur principe de vie. Ça, c'est une chose. On peut se sentir très proche d'un animal sans pour autant parler de télépathie, pour le coup. Et c'est pour ça que je te pose cette question. La première fois où il t'a semblé, en tout cas pour la première fois, communiquer avec un animal? Alors, je dirais pas que je me souviendrai de la première fois où j'ai communiqué avec un animal, mais plutôt que de la première fois où j'ai compris que c'était de la communication. Voilà, parce que c'était naturel pour moi. C'était quelque chose, je percevais des choses, c'était naturel. Et je me souviens par contre de la première fois où j'ai compris qu'il se passait quelque chose au niveau du langage. Ça m'a marqué. Mais la première fois où j'ai communiqué avec un animal, non, parce que c'est quelque chose de naturel. Et pour moi, c'était normal. Je pensais que les autres étaient comme ça aussi. Voilà. Que les autres êtres humains avaient cette faculté. Bien sûr, bien sûr.
Mais ce qui m'a marqué, c'est la première fois où vraiment j'ai pris conscience que je communiquais avec les animaux. Alors, pourquoi ça s'est manifesté à ce moment-là et pas avant? Puisque c'est à ce moment-là que tu as compris finalement que tu étais dans cette communication. Peut-être parce que en grandissant, on commence à analyser un petit peu les choses. On garde un peu moins de vérité en nous pour être plus peut-être dans l'analyse. Et donc, un jour, comme ça, je me souviens très bien, j'étais en haute montagne avec mes grands-parents. Et je me suis surpris, en fait, à dire, waouh, on était en train d'observer des marmottes. Et je me suis surpris en train de dire, bah, il y a un échange qui se fait vraiment, quoi. Et non pas seulement un échange de regards, un échange d'énergie, mais quelque chose de très fort qui s'est passé. Et là, je me suis dit, ah ok, ça, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et puis, j'ai fait mes expériences, et puis qui se sont confirmées. Bon, après, je peux pas dire que j'ai la vérité absolue sur ce que je fais. En tout cas, pour moi, c'est un langage, et qui s'est avéré à plusieurs reprises juste. Tu avais quel âge? Je devais avoir 8 ans à peu près. Alors, quand tu as compris, entre guillemets, rationnellement, Mhm. qu'il y avait réellement une communication, donc Mhm. une interaction, Oui. est-ce à dire que tu en as parlé à tes grands-parents, à ta sœur, à tes parents? Non, non. J'estimais que, enfin pour moi, à mon sens, j'avais l'impression que les gens ne me comprenaient pas si j'en parlais. J'avais peur de ne pas être compris. J'avais peur que les gens me paraissent, que je paraisse bizarre aux yeux des gens. Et donc j'en ai pas parlé de suite. Et j'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps. Très longtemps, c'est-à-dire? J'ai gardé ça pour moi pendant peut-être 25 ans à peu près. Ouais. 25 ans. Mhm. Alors, comment fait-on quand on est, en tant qu'occidental, dans une société où, même si tes parents te laissent libre de mener ta vie et de faire tes expériences, eh bien, comment fait-on pour trouver sa place quand on a des facilités, en l'occurrence, à communiquer avec les animaux, et on va pouvoir développer par la suite dans cette émission, qu'est-ce que veut dire les animaux, parce que c'est vaste, hein, les animaux. Et donc trouver sa place d'un point de vue social, faire des études, travailler. Quand on a ce don-là, est-ce qu'on peut peut-être s'imaginer, quand on est adolescent, pouvoir en vivre? Peut-être, peut-être Mhm. pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est une question. Oui. Alors bon, je vais vous donner un grand secret. En fait, en faisant mes études, en faisant tout mon cursus scolaire, je ne me suis jamais senti à ma place là-dedans. Mais vraiment pas à ma place. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment fait pour autre chose. Mais je savais pas quoi. Donc j'ai fait ce que font tout naturellement les gens. J'ai suivi des cours, je suis allé à l'école comme tout le monde. J'ai, comme tout le monde, été ouvrier aussi. Et puis je me sentais vraiment toujours pas à ma place. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui pouvaient se faire. Euh, et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré Laïla, en fait, et qui m'a révélé beaucoup de choses. Un beau chemin que l'être humain pouvait prendre en tout cas. Et là, ça a changé complètement ma vie. Révéler beaucoup de choses sur toi-même. Sur moi, mettre des mots sur la communication animale, mettre des mots sur ce qu'on pouvait en faire aussi, ce qu'on avait à faire peut-être, expliquer aux gens, faire prendre conscience aux gens qu'il y avait énormément de choses à faire avec les animaux. Ce ne sont pas simplement des animaux de compagnie, mais ils ont une conscience, ils ont des émotions, ils ont énormément de choses dans le cœur, ils font preuve de compassion. Il y a toute une panoplie d'émotions qui sont en eux autant qu'en nous. Ils souffrent de la même manière, ils sont tristes aussi. Et Laïla m'a fait comprendre quand je l'ai rencontré que on pouvait transmettre ça, qu'on pouvait essayer d'ouvrir les consciences à ça à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qu'on aime énormément faire. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur pour pouvoir éveiller les consciences à ça. Et éveiller les consciences qu'on n'est ni supérieur ni inférieur, que ce sont vraiment nos égaux, que ce sont les animaux. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, à nous montrer en toute simplicité. Et on aime beaucoup pouvoir transmettre ça. Ça fait partie de notre chemin, de nos convictions, et on aime faire ça. Merci à toi pour t'être livré. C'est pas fini. Merci.
Mais puisque là, tu viens de parler de la rencontre avec Laïla, est-ce à dire que d'une certaine manière, Laïla a servi de révélateur, à savoir que ce que tu avais en toi, tu ne savais pas comment le manifester, tu parles qu'elle a su mettre des mots sur ce que tu ressentais et comment le transmettre aussi. Et, donc on peut penser effectivement que Laïla a servi de révélateur et en même temps une sorte de reconnaissance que tu n'étais peut-être pas tout seul. Exactement. Et ça, c'est important de ne pas se sentir seul. Exactement, oui. Bon, c'est vrai que depuis que je suis enfant, je me suis jamais vraiment senti seul. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me guidait, mais pour y mettre des mots, c'est difficile. Et c'est vrai que Laïla m'a révélé beaucoup de choses, m'a fait comprendre beaucoup de choses. Elle a révélé beaucoup de choses. Quand je parle de communication animale, je parle aussi de communication avec la nature. Et j'ai toujours eu ce besoin de le faire. Tout au long de ma vie, j'ai traversé beaucoup d'endroits où je me sentais dans le besoin d'aller communiquer avec la nature, avec les animaux, d'aller être en connexion avec tout ça, avec le grand tout. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais je sentais que c'était un besoin chez moi. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Laïla, elle est arrivée à me mettre en mots certaines choses que j'avais pas peut-être forcément envie de m'expliquer, que je vivais tout simplement, sans devoir me l'expliquer. Mais ça m'a beaucoup aidé qu'elle puisse mettre en mots et qu'elle puisse me comprendre aussi. Que je puisse être reconnu parce qu'elle avait les mêmes choses. Et on a mené des vies parallèles qui, en les mettant ensemble, je veux dire, en partageant des choses, on a compris que, eh bien, on faisait vraiment des choses, on communiquait vraiment avec les animaux. Et ça a été une très très grande révélation. Communiquer avec les animaux, est-ce que ça veut dire forcément savoir aussi communiquer par télépathie avec les êtres humains ? Ça, c'est un sujet délicat. Oui, c'est faisable. Je répondrai directement, oui, on peut le faire. On peut complètement le faire. C'est-à-dire que communiquer, on peut communiquer avec toute forme d'énergie. Il faut savoir que toute chose sur Terre, toute chose qui fait partie du grand tout, que ce soit un animal, un végétal, toi, moi, cette table, une voiture, tout est constitué d'énergie qui vibre à sa manière. D'accord ? Ces énergies qui vibrent, on peut complètement communiquer avec. D'accord ? Il n'y a pas de limite si on ne s'en fixe pas. Ok ? Donc oui, on peut communiquer forcément par télépathie avec des êtres humains aussi. On approfondira ça tout à l'heure, ce que ça demande justement. Alors, Laïla Del Monte, tu es d'origine espagnole. Pour notre plus grand bonheur, tu parles français, anglais et bien entendu d'autres langues. Je suis américaine en fait. Ah, tu es américaine. Oui. Mais je me suis fait avoir aussi la première fois où on s'est rencontrés. Je crois que tu m'as réappliqué la même chose. Laïla, tu as été une danseuse professionnelle de flamenco. Oui. Alors, ce qui déjà implique une très grande volonté, force de caractère, un très fort psychisme. Pour ceux et celles qui connaissent un petit peu les arts comme la danse, on sait ce que ça demande comme... alors, malheureusement, comme sacrifice pour beaucoup d'entre elles, voire pour ces messieurs aussi. Et une très grande rigueur. Discipline, oui. Tout à fait. C'est important à préciser pour la suite, à mon sens. C'est pour ça que je mets le doigt dessus. Il t'est arrivé... alors, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, justement, de ce qui t'a fait basculer un problème au genou. Oui. Enfin, basculer... Ça dépend ce que tu appelles ou basculer ou dans quel moment. Mais oui, j'étais vraiment dédiée à ma vie de danseuse et j'aurais jamais imaginé que je ferais autre chose, puisque j'aimais tellement ça, j'ai tellement sacrifié aussi pour ça. Et oui, effectivement, le problème de genou avec les ménisques, tendons, et j'en parle dans le livre. J'étais voir les plus grands médecins de la médecine orthopédique aux États-Unis, qui, en bref, ils m'ont dit, tu danseras plus et il faut que tu arrêtes ta carrière. Tu pourras plus jamais danser. Et c'est après ça que on m'a parlé des médecins du ciel, un des chanteurs. Et j'étais au Mexique et j'ai eu une opération. Et j'en ai eu 5 en fait. 5 opérations sans anesthésie. Et ça a changé ma vie. Mais
ça avait basculé avant, dans la direction des animaux et tout ça, c'était déjà là depuis toujours, mais basculé dans le sens oui, de changer ma vie, oui. Et après, il y a eu aussi beaucoup d'expériences, j'aime pas trop utiliser le mot spirituel, mais je sais pas quel mot utiliser, d'ordre de là-haut, et qui a fait beaucoup basculer. Toute ma façon de penser à la vie, à la mort, à tout. À la relation aux humains, aux animaux, au monde. Oui. Alors revenons, si tu veux bien, où est-ce que tu as grandi? Alors my childhood, mon enfance c'est aux États-Unis, et ensuite on est venu vivre en France. J'avais 4 ans quand on est venu vivre en France et en Espagne, donc France-Espagne, et ensuite je suis retournée aux États-Unis. Mais de parents américains. Donc ma culture, ma langue originale, c'était l'anglais, et ma culture était américaine. Quelque chose te prédisposait pour le flamenco? Ça, c'est une bonne question. À part le fait que j'étais en Espagne très jeune, et j'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans. Oui. D'accord, donc un amour pour cette danse. Un amour extrême pour cette danse et le chant, la musique, surtout le chant, toute la culture, la sensibilité de cet art. D'accord, au point de t'y impliquer corps et âme. Oui, corps et âme, oui. Hein. Oui, même avec des problèmes de genoux. Alors, la communication avec les animaux, pour toi, vient à quel moment? Non, c'était déjà avant ça. Oui. Oui. C'est pour ça. C'est pour ça, oui. En tant qu'enfant? Oui, en tant qu'enfant, mais c'est un peu comme quand Conrad parlait. Pour moi, c'était évident, donc j'ai jamais pensé que c'était quelque chose qu'on faisait ou une profession ou quelque chose de... Pour moi, c'était normal. Et c'est que au moment où j'étais à l'école française d'ailleurs, au lycée, où j'ai commencé à avoir des petits problèmes de relationnement au monde externe, parce que j'ai réalisé que les autres personnes, ils n'avaient pas l'air de percevoir le monde comme moi. Et c'était difficile. J'ai un monde interne très spécifique qui aide beaucoup pour ça, mais qui fait aussi que le rapport à la réalité est un peu plus difficile. En tout cas, oui, la réalité de la plupart des gens. Oui, peut-être plus. Je pensais pas que c'est quand on commence à réaliser que c'est un peu différent pour eux, mais même la perception de la réalité en général, physique, elle est un petit peu différente. La réalité physique qui donne des petites difficultés dans la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par réalité physique? C'est-à-dire comment je vois les choses, comment je perçois les choses. Ça donne des difficultés un peu matérielles de conduire, par exemple, ou... Enfin, les gens qui me connaissent, ils savent. Je sais. Conrad peut témoigner. Donc c'est merveilleux, mais ça a son autre côté. Un autre pendant. Oui. Alors, on y reviendra aussi parce que ça pose la question de l'ancrage. Oui. De la communication avec les animaux depuis ton enfance, comme Conrad, est-ce que tu te reconnais dans la manière dont lui-même a évolué en tant qu'enfant? Est-ce qu'on peut dire que la sensibilité qu'avait Conrad quand il était enfant était la même pour toi? C'est similaire et différent à la fois. Mm-hmm. Et enfin, d'après, tu me corriges, j'ai dit quelque chose qui est pas. Et lui, c'est beaucoup dans la contemplation par rapport au monde autour de lui, et qu'il a commencé à percevoir les choses. Et moi, j'étais plus dans le monde interne et en recevant de l'extérieur. Ça peut se exprimer comme ça. On peut dire ça comme très ça. Dans le monde interne. Je suis pas du tout dans le monde. J'observe pas du tout. Mais c'est le silence, je l'ai dans le monde. Je pense que la similarité, c'est dans le silence interne qu'on crée, mais de façon différente. D'accord. Alors, dans ce sens-là, puisque tu intériorises beaucoup, on va dire que tu as un monde intérieur très riche. Oui, très fort, oui. Ouais. De cette communication avec les animaux, est-ce que ça sous-entend que c'est parce que tu regardais un oiseau, par exemple, que tu étais dans ce silence intérieur? Oui. Que tu pouvais te connecter à lui et l'entendre? Oui, la connexion se fait à l'intérieur de moi. C'est l'esprit de leur esprit est dans mon esprit à l'intérieur de moi. Et je pense que pour Conrad, c'est la même chose, mais dehors. Peut-être la différence entre le masculin et le féminin, je ne sais pas. Peut-être. Oui, c'est une sorte
comme si ça englobait beaucoup plus de choses à Oui, l'extérieur lui, aussi. il va dehors, il fusionne, et moi, ça rentre à l'intérieur de moi, ça fusionne. Ça revient au même, de toute façon. Oui, je comprends la nuance en tout cas, Oui. et j'aime beaucoup cette idée de masculin-féminin. Oui. Je ne sais pas si c'est une similarité pour tout à chacun, si on est un homme ou une femme, Je mais, sais pas, oui. mais en tout cas, d'avoir mis le doigt dessus, ça fait écho, ça me parle. Je pense qu'il faut ce silence, de toute façon. Il faut cet espace de silence dedans, quelle que soit la forme dont c'est exprimé. Alors de cette communication, j'ai posé la question à Conrad tout à l'heure de savoir quand est-ce que pour la première fois il a communiqué, il a fait le distinguo à savoir que finalement il a compris, il y a eu un déclic qui s'est fait sur le fait que, bah oui, là il y a communication télépathique, Oui. il y a un partage. Oui. À quel moment pour toi ça s'est passé? Oui, moi je me rappelle pas de mon moment de déclic, mais je me rappelle très distinctivement quand j'étais dans l'île à Formentera avec les chèvres. J'adore les chèvres. Et je me rappelle distinctivement de parler, de ressentir tout ce qu'elle ressentait, d'être une avec elle, de les comprendre et d'avoir des phrases entières que j'entendais. Mais encore une fois, c'était normal pour moi. Ça faisait partie de la normale. Donc il n'y a pas eu vraiment de déclic. Ça a été normal pendant tout le chemin. Mais pourtant, j'imagine que cette normalité pour vous, à un moment donné, vient au fait de... Alors, Conrad a mis 25 ans pour pouvoir en parler. Je ne sais pas combien de temps tu as mis avant de pouvoir en parler, mais il est clair que dès le moment où on en parle aux autres, surtout quand on est seul, si on s'imagine que les autres parlent avec les animaux aussi, il y a un moment donné où on est confronté à dire... Ben voilà, je parle, je communique, est-ce que c'est le cas pour toi? Et puis d'avoir un écho de ce que l'autre en pense, que ce soit des amis, de la famille ou... Oui. Alors moi j'ai la chance d'avoir des parents très libéraux, intellectuels, très intellectuels, écrivains, très libéraux. Et de toute façon j'étais considérée comme une petite fée un peu. Pas très normale, donc ils acceptaient comment j'étais. C'est pour ça dans Little Wolf, c'est un peu biographique. Et j'avais un frère jumeau qui est un grand médecin et un grand scientifique, très 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 cartésien. Mais lui, il parlait aussi avec les chèvres. Il avait les mêmes capacités et c'est un grand scientifique. Donc, encore aujourd'hui, il communique? non, maintenant, non. C'est fini. Maintenant, il s'est coupé? Et bah, c'est toute la voie, oui, la voie qu'il a prise. Oui. Donc, de ce que tu es au jour d'aujourd'hui, pour lui, en tout cas, c'est même s'il s'est coupé de ça, il comprend ou il... Il comprend un peu. Un peu? Et oui, il comprend quand même. D'accord. Alors, communiquer avec les animaux, ça implique quoi? Parce que... Pour toi, là, tu viens de nous dire que tu entends littéralement des phrases. Oui. Est-ce que c'est entendre uniquement des phrases? Tout à l'heure, Conrad parlait de ressentir les émotions. Oui, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire, je vais expliquer ça. Oui, bien sûr. C'est traduit, c'est-à-dire c'est une traduction qui se fait sous forme de la clairvoyance, la vision, clairsentience, le ressenti, claircognizance, savoir quelque chose dedans, clairaudient, entendre. Et toutes ces formes, ça vient, la communication, elle se fait sous toute cette forme. Et ça peut être aussi des ressentis émotionnels qu'on ressent à l'intérieur de son corps. Donc c'est un éventail de choses. Il y a aussi les odeurs, on peut sentir des odeurs, c'est merveilleux ça, j'adore ça, quand on a des odeurs. C'est toutes ces formes, je pense que Conrad, quand il disait ça, il employait les ressentis, pour lui ça englobe le tout. Exactement, oui. Alors comment faire la distinction entre finalement tout ce qu'on ressent, comment savoir si ce n'est pas soi-même qui nous racontons des films, et que c'est bien quelque chose qui nous est envoyé de l'extérieur, qui ne nous appartient pas. Oui, parce que quand on est jeune, quand on a ça depuis petit, on le sait. You just know it. C'est ça pour toi? Oui, c'est un petit peu ça, ouais. Bon, c'est vrai qu'après, quand on grandit, on rentre un peu dans le mental, comme je le disais tout à l'heure. Là, on commence à faire la part des choses, à faire le discernement entre nos propres émotions, nos interprétations, nos suppositions, nos déductions. Et en faisant cette part des choses, on arrive à comprendre que c'est vraiment là, dans le moment présent, c'est de la communication, par des validations, par exemple. Et juste ce silence, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à ce silence? Dedans? Ouais. Parce que je pose cette question parce que de mon expérience, hein, tout simplement, pour essayer d'affiner un petit peu. Oui. Voilà, donc j'ai un chat à la maison, et de manière générale, j'adore les animaux, je les aime, et quand bien même, je suis plus comme Conrad, dans cette contemplation, j'observe, je lui parle sans pour autant
Alors forcément chercher à m'attendre à ce qu'il me parle, alors peut-être que ça peut aussi couper, freiner, même si je sens ou je sais qu'il me parle à travers son attitude. Mais est-ce que l'attitude seule de l'animal suffit pour justifier qu'il me parle? Je ne sais pas. Et quand bien même je peux observer un oiseau ou un chat, ce n'est pas pour autant que, même si je suis dans ce silence intérieur, que j'aurai cette communication de prime abord qui vient à moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement la capacité de rien faire. C'est être dans ce silence. Cet espace, c'est un espace, c'est un très bel espace. C'est délicieux. Dans les stages, je dis, c'est le délice. Et c'est cette focalisation, pouvoir se focaliser d'esprit à esprit. C'est pas que simplement être dans le silence. Le silence permet d'avoir les ressentis et de les capter, mais c'est pouvoir se focaliser d'esprit à esprit. Et justement, le mot focalisation ici, il est très important. Et justement, d'où là la rigueur dont tu parlais, de la danse, tout ça. La focalisation, la rigueur, elle est là dans la focalisation aussi. Mais ça, quand on est petit, on n'y pense pas à toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses auxquelles j'ai pensé quand j'ai élaboré des techniques pour pouvoir le transmettre à d'autres personnes. D'accord. Conrad, tu souhaites rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Laila? Oui, alors, comme tu le disais, en ayant un chat à la maison, comme beaucoup de gens, déjà, quand ils aiment leurs animaux, ils ont déjà une forme de langage. D'accord? Il y a le langage, ce qu'on peut dire, le langage corporel, que l'être humain peut comprendre. À travers le langage corporel avec un animal, on comprend énormément de choses déjà, d'accord? Ça, c'est un très bel outil. Ensuite, il y a un autre langage, c'est le langage intuitif. Par intuition, l'être humain est doté d'une certaine intuition qui englobe déjà beaucoup de choses. Le langage intuitif va permettre de ressentir les choses d'un animal, de ressentir ses besoins, de ressentir peut-être aussi quel est son vécu, et l'intuition englobe vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est un deuxième langage aussi, qui est à la portée de chaque personne qui aime son animal. Et inconsciemment, quelquefois, les gens ne le savent pas, mais ils font déjà de la communication avec leurs animaux. D'accord? Donc, après, bon, il y a le langage télépathique qui est un autre domaine. Mais chaque langage, moi je dirais, chaque langage a son importance aussi. Tu peux être dans le langage, on va dire, tu contemples un animal, en méditation contemplative, tu peux comprendre énormément de choses, sans pour autant faire un langage par télépathie. Sans dialoguer. On peut utiliser le mot dialoguer, s'il y a un échange. Donc en tout cas, ce que mentionne Laila sur le fait de cette concentration, de mettre l'intention. D'ailleurs, est-ce que l'intention est importante? Ce qui n'est pas pareil que l'attention. L'intention. Avoir une intention particulière quand on communique avec un animal, ou quand on a le souhait. Est-ce que c'est important? Moi, je rentre pas tellement dans l'intention, je rentre plutôt dans l'espace et la focalisation. Parce que l'intention, ça va automatiquement, enfin, my point of view, c'est pas la vérité absolue, ce que je dis. C'est ma façon de voir. L'intention, elle va automatiquement mettre des interprétations. Elle va fausser le chemin. Parce que ce qu'on parle souvent entre Conrad et moi, c'est que c'est pas la même chose la communication intuitive et la communication animale. C'est deux choses différentes. Et tu veux l'expliquer? Il a trouvé la différence entre ces deux terminologies. Ouais, parce que c'est important de ne pas faire l'amalgame entre toutes choses. Ce sont deux merveilleux langages. Alors, la communication intuitive permet justement tu es face à un animal et tu vas ressentir beaucoup de choses. Tu vas pouvoir ressentir des choses de son passé, des choses de son comportement. Et ça va donner énormément de réponses aussi. C'est un très beau langage, la communication intuitive. La communication animale, from spirit to spirit, comme Laila l'a appelé, on l'a appelé comme ça pour la définir, d'esprit à esprit tout simplement. C'est un langage vraiment par télépathie. Et dans ce langage-là, ça demande non pas de l'intention, parce que à partir du moment où l'être humain met une intention dans quelque chose, il est dans le vouloir, quelque part. Il est dans l'attente. Et si tu es dans l'attente, tu rentres un petit peu dans le mental. Et quand tu es dans le mental, forcément, les autres sens fonctionnent moins bien parce que le mental, c'est ce que l'être humain a l'habitude d'utiliser le plus souvent dans sa vie. Donc la seule chose qui marche bien, en tout cas de la façon dont on l'enseigne et pour nous aussi,
C'est juste d'arriver à focaliser son esprit dans le moment présent, dans cet espace entre l'animal et toi. Tout simplement focaliser son esprit. C'est la chose la plus importante. Comme la radio ici et maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, focaliser son esprit sur celui de l'animal, c'est-à-dire... Avec l'animal. Avec l'animal. Oui. Donc, alors, j'entends ce que vous voulez dire dans le fait d'être dans ce silence intérieur. J'entends très bien et je le comprends. Maintenant, de se connecter, d'être avec l'animal. Oui. C'est pour ça que je donne une technique. C'est pour ça que j'ai élaboré une technique, parce que la plupart des personnes ont énormément de mal à se focaliser sur une chose. Sauf les personnes qui ont des aptitudes naturelles, comme Conrad, ou des personnes aussi qui, tout type de travail artistique, permet d'apprendre à un musicien, un violoniste, un chorégraphe. Il faut une énorme capacité de focalisation et de rigueur dans la focalisation. Sinon, c'est impossible, c'est le débordement en tout cas pour un musicien, et donc ils ont déjà cette capacité. Mais la plupart des personnes n'ont pas cette capacité, surtout dans le type de société dans lequel on vit. Lorsque tu es parti au Mexique pour te faire opérer, suite à ce que t'avait dit ce chanteur... il m'a parlé de médecins. Ouais. La manière dont tu en as parlé, c'était... Alors, puisque dans la manière dont tu as évolué, l'éducation qui a été la tienne, très cartésienne, tes parents avaient une religion, une croyance. Ils étaient athées, complètement athées. Ils m'ont laissé choisir ce que je voulais. J'étais exposée à différents types de... Pas exposée puisqu'ils étaient complètement athées, mais évidemment j'ai vécu en Espagne, dans un pays très catholique, et j'ai été exposée à beaucoup de cultures. Mais ma mère, elle voyait tout du point de vue historique. Ma mère, c'est une historienne, et elle me disait, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Donc moi j'ai créé, enfin pas créé, mais j'ai eu par des expériences qui sont venues très jeunes. J'ai eu ma façon de voir les choses très jeune qui n'avait pas à voir avec l'athéisme de mes parents. Mais ce qui est amusant au niveau de ce chanteur, c'est qu'il m'a dit, ce chanteur, je suis désolée d'en dire, mais c'était un grand menteur. C'était un très bon chanteur, mais c'était un grand menteur. Et tout le monde savait qu'il mentait tout le temps. Et il inventait des histoires, et il m'a dit, tu vas au Mexique, tu te fais opérer, et yasta, et c'est fini, et tu redanseras. Et donc évidemment, toute la famille était contre que j'y aille. Parce que c'était comment tu vas aller au Mexique, tu vas te faire opérer sans anesthésie, qu'est-ce que c'est que ça? Mais justement, là, j'avais cette certitude, cette connaissance interne que je devais y aller. Alors, est-ce que tu peux nous en dire sur les médecins du ciel? Non, mais tu peux, hein, il n'y a pas de souci. Alors, pour peut-être te mettre à l'aise, on a eu l'occasion à l'antenne d'aborder les différents types de guérisseurs. Oui. On sait que en Amérique latine, comme en Indonésie, aux Philippines, oui. Il existe ces guérisseurs qui ouvrent le corps sans anesthésie, qui retirent... Alors moi j'ai vu des films, j'ai reçu à l'antenne Jean-Yves Billien qui a fait un film, un documentaire, qui s'appelle Les guérisseurs, la foi, la science. Et à travers ce film que je recommande aux auditeurs, on voit des choses incroyables, totalement surréalistes. Alors certains de ces médecins disent canaliser à travers des êtres de lumière, voire des médecins qui sont morts, qui sont décédés, mais qui sont de l'autre côté. Et finalement, ces hommes acceptent d'incarner, enfin de recevoir l'énergie de la personne décédée pour opérer. Alors, c'est assez spectaculaire, il faut bien le dire. Hein. Et c'est pour ça que je t'invite à nous en parler, parce que c'est quand même... Alors, non pas tant incroyable, mais pour dire justement, cette ouverture de conscience dont on parle depuis le début, elle est importante. Pour dire que finalement, ce que là, on croit du monde, ou de la manière dont fonctionne le monde, est bien plus large, ou bien plus vaste que ce qu'on peut imaginer, et que notre imagination même ne suffit pas pour justifier la magie que recèle ce monde. Oui. Et... C'est un grand thème pour moi parce qu'ils m'ont sauvé la vie et c'est grâce à eux que j'ai pu danser et avoir une grande carrière. Et toute ma façon de voir le monde s'est complètement transformée, ma vie s'est transformée. Par honneur pour eux, je ne vais pas parler, parce que c'est très underneath, je ne vais pas parler au niveau médical qui a été extraordinaire, la connaissance qui est extraordinaire. Ce que je veux surtout parler, c'est de l'amour incroyable. L'amour incroyable qu'il y a et le soutien et la vérité qu'il y a tout le temps.
Ça fait 18 ans que je les connais. Alors, ils sont un groupe? C'est un groupe, il y en a beaucoup, on a beaucoup d'aide. On a beaucoup d'aide, on a énormément d'aide et d'amour pour nous qu'on ne s'en rend pas compte, qu'on ne sait pas. On n'y a pas touché, et même quand on y a touché, c'est tout petit par rapport à ce que c'est. Alors, comment est-ce qu'on peut les qualifier, ces êtres humains? Les êtres de lumière ou les êtres humains? Alors, c'est justement... Alors, comment on va, pour les auditeurs, voir la réalité matérielle et puis celle de l'autre plan, on va dire ça comme ça? La réalité matérielle, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas du tout ce qu'on pense, et les autres dimensions sont très proches de nous. Et on peut les toucher, on peut les sentir et on peut les toucher. Il y a un amour incroyable. Alors, je reviens sur les médecins du ciel, Yes. sur ce chanteur qui, tu dis, part au Mexique. Il te donne une adresse? Non, lui, il a eu je crois que sa femme a eu une guérison. Et donc, quand il a su que je pouvais pas danser, puisque je pouvais plus danser, je pouvais même plus marcher à l'époque. Et il m'a dit, va les voir. Et à l'époque, quand j'avais été, c'était même impossible de rentrer. Il y avait tellement de gens qui attendaient. Et j'ai été sans savoir si je serais prise, sans savoir. On m'avait dit, il n'y a plus de place. Et j'ai dit, je vais quand même aller. J'ai parlé. La dame, elle a été parler et elle a dit, ils te prennent. Alors, concrètement, pour le coup, Oui. de cette réalité-là, est-ce que c'est un homme qui te reçoit? C'est un homme qui reçoit les esprits dans son corps. Oui. Alors, c'est peut-être celui que j'ai vu à travers le documentaire dont je vous parle. Non, je pense t'es pas. Il n'y a sûr? rien de filmé, il n'y a rien. Mais il y en a d'autres qui font différents types de choses. Il y a beaucoup de groupes différents et il y a des différents. Voilà. C'est difficile de parler parce que par respect et par honneur, je veux pas. Je peux juste préciser que en fait, les médecins du ciel se manifestent à travers le corps de quelques personnes dans le monde. Ces personnes physiques, comme toi et moi, ont été choisies pour leur intégrité, pour leur honnêteté, pour leur humilité. Et ils sont quelques personnes à travers le monde à canaliser ces esprits guérisseurs. Voilà. Laïla a la chance d'en connaître un qui canalise 3 esprits guérisseurs. Enfin, il y a tout un groupe, mais il y en a 3 qui viennent dans le corps. Voilà, dans son corps à lui. Voilà. Mais il y a d'autres personnes au monde qui le font aussi. Très peu. Alors, de cette opération, ou de ces opérations, 5 reprises hein, sur ton genou. Oui. Enfin, j'ai eu 2 à chaque genou et 1 au cou. D'accord. Est-ce que le fait qu'il s'intéresse à ton cou, en rapport avec le genou, on pourrait se demander quel lien. Est-ce que toi-même, on t'a expliqué pourquoi? Oui, ils expliquent tout. Tout est expliqué médicalement. Et enfin, oui, je veux pas trop D'accord. parler. Ok, non mais je comprends. Tout est expliqué médicalement, on sait exactement ce qui se passe. Et une opération, c'est qu'un ultime recours. D'accord. C'est que s'il n'y a pas d'autre option. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir finalement dans quelle mesure est-ce que toi-même tu t'es abandonné à ce genre d'opération, parce que Oui. si effectivement tu nous parles de l'éducation que tu as reçue, de tes expériences que tu étais enfant, qu'est-ce qui te permettait de t'en remettre Oui. dans les mains de Exactement. cet homme et de ce qu'il était censé incarner? Il faut avoir une foi ou un abandon ou alors le désespoir, pourquoi pas, pour dire, bon allez, de toute façon j'ai plus rien à perdre, j'y vais. C'est une très bonne question. J'avais dit qu'il posait des bonnes questions. Alors, donc justement, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, mon mari, mon ex-mari, il a dit, je suis complètement contre et je t'accompagne pas. Donc, en fait, j'étais seule. Enfin, c'est la femme du chanteur qui m'a accompagnée. Et j'avoue que j'avais très peur. J'avoue la vérité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis folle. Je me retrouve là. Il n'y a pas d'anesthésie. Il y a pas de. Je suis au Mexique. Qu'est-ce que je fais? Mais dès que j'étais en face de lui, et j'ai eu une certitude absolue et une confiance, mais absolue comme j'avais jamais eu dans ma vie. Absolue. Sans que tu l'expliques. Inexplicable, parce que j'avais vu déjà beaucoup de médecins, je venais d'une famille de médecins, mais j'avais vu beaucoup de médecins, et quand les médecins me touchaient, quand on se fait tirer dans tous les sens, et quand on a beaucoup de douleur, et une certitude absolue, j'ai laissé tout laisser, je savais que c'était ça. Alors par rapport à ce que cet homme était censé incarner, Yes.
Par rapport à ce qu'il était et sur le fait qu'il canalise trois êtres, trois entités de lumière parmi un groupe, hein, je reprécise pour ceux et celles qui peut-être nous rejoignent à l'heure actuelle. Oui. Est-ce que ces considérations t'étaient inconnues un peu, beaucoup, sur le fait qu'il puisse exister des mondes parallèles, qu'il y a des hommes sur cette terre qui reçoivent ces énergies venues d'ailleurs, peut-être pas si loin que nous, effectivement. Est-ce que ça t'était familier? Et si cela ne l'était pas, dans quelle mesure est-ce que finalement cela t'a amené à reconsidérer tout de ta vie, de ce que tu étais, de ce que tu croyais être, de la vie d'une manière générale? Alors, c'était un petit peu familier, pas de la même façon, mais des années auparavant, quand j'étais à Madrid, je le raconte dans le livre, et j'étais au bord de la mort, j'ai manqué de mourir, je pesais 43 kilos. J'étais guérie par un kabbaliste qui venait à l'époque pour faire une conférence. Il y avait tous les chamans du monde entier qui se réunissaient à Madrid pour faire des conférences, et c'était un événement qu'il y a eu cette année-là. Je crois que c'était avant 92. C'était juste à la naissance des enfants. Je suis pas très douée au niveau année, le temps, manier le temps. Mais donc, moi, je savais que j'étais en train de mourir et on m'avait pas dit. Mais il a dit, je vais faire quelque chose pour Laila. On m'a pas dit, mais c'est là où j'ai eu la reconnaissance, en tout cas, des expériences. Je les ai vues. Enfin, il y a eu la lumière qui est venue et j'étais complètement guérie le lendemain. Je me suis levée, j'ai pu marcher, j'ai pu me remettre à manger. Et il y a eu ces présences. Donc j'avais déjà expérimenté ça à ce moment-là où je l'ai reconnu. Je les avais expérimentées avant, mais je n'avais pas reconnu la forme. C'est difficile à expliquer. C'est très intangible, c'est difficile à expliquer. Est-ce que tu penses que c'était exactement les mêmes énergies? C'est différent. Mais en tout cas, l'amour à la base, c'est cet amour qu'on ressent dans toutes les fibres et on sait que c'est ça. Tu sais, de ce que tu racontes là, j'en connais. Tout est relatif, mais j'imagine en tout cas qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui suivent un chemin, une voie, en espérant avoir des rencontres incroyables, de rencontrer des êtres de lumière, de pouvoir faire des sorties de corps, oui. D'avoir des pouvoirs de télépathie, etc. Voilà. Il y a cette attente. Tu parlais de pas d'avoir d'attente, hein, Conrad. Il y a cette attente. Je suis sur ce chemin, je suis spirituel et je vais avoir des dons super. Voilà. Pourquoi toi? Pourquoi est-ce que, à ton avis, ça t'est arrivé à toi? Pourquoi, à ton avis, cette rencontre, déjà quand tu étais jeune, avec ce kabbaliste, déjà à l'époque, parce que 92, en plus de surcroît en Espagne... Ils avaient 24 ans, non, 2 ans. On est allé aux États-Unis, ils avaient 4 ans. Je ne sais pas quelle année c'était, ça fait il y a longtemps. Moi, j'ai jamais su pourquoi. Moi, je me suis posé la question beaucoup de fois. Mais j'arrive pas à l'expliquer, parce que quand on ressent cet amour, c'est plus qu'un état d'extase et on peut plus voir rien de la même façon. Tout change. Mais pourquoi le blessing que j'ai eu de... La grâce. Je sais pas. Je sais pas. Je me dis, vous vous êtes vraiment trompé, parce que qu'est-ce que je dois vous embêter? Je sais pas. Alors, je reviens sur l'humilité dont tu as parlé tout à l'heure, Conrad. On va le voir. C'est justement peut-être parce qu'il y avait chez toi cette innocence. Ça m'interpelle quand tes parents te voient comme une fée, hein, et de voir finalement ce qui t'anime intérieurement. C'est pas marrant pour mes parents, parce que c'est pas drôle. Il est témoin. Quand on m'a dit, il est témoin. C'est pas toujours marrant. C'est vrai. Alors revenons au Mexique. Finalement, au Mexique, c'est une reconnexion avec ces entités de lumière. On peut dire ça comme ça? Peut-être le dire comme ça. Je sais pas comment le dire. Je sais pas si c'est... je pense peut-être pas reconnexion, peut-être qu'on est tous... Je pense qu'on est tous tout le temps connectés. On a tous des êtres autour de nous. C'est simplement qu'on ne les sent pas parce qu'il y a trop de brouhaha dans notre tête et dans notre cœur. Mais ils sont tout le temps là pour nous. Alors, forcément, si tu dis ça, je vous pose la question, est-ce que vous les ressentez au quotidien? Ah bah oui. Sinon, ce serait pas marrant, la vie. Non. Quand on est vraiment ouvert à ça, quand on est vraiment connecté à nos sources,
on s'aperçoit que oui, ils sont là au quotidien pour nous aider dans toutes choses, pour nous faire continuer dans le chemin qu'on a pris, pour nous guider, pour nous aider dans n'importe quelle situation. Et même dans la plus grande souffrance où on a l'impression d'être seul, l'être humain n'est jamais seul à un seul moment. Si l'être humain se sent seul, c'est que lui-même, il s'abandonne. Mais la réalité, c'est qu'aucun être humain n'est seul. On est tous connectés à des sources incroyables. Il faudrait un petit peu que les êtres humains puissent s'ouvrir à ça, tout simplement, à s'ouvrir à d'autres éventualités. Les médecins, ils disent, nous, nosotros nos abandonamos. Nous, on ne vous abandonne pas. Sois vosotros que os abandonáis. C'est vous qui vous abandonnez. C'est beau, hein? Ce soir, avec nous, Laila Del Monte et Conrad et White Eagle. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, ne serait-ce qu'à travers les livres, je vous recommande plusieurs livres. Celui de Conrad, d'ailleurs, Prends conscience et avance, philosophie d'un homme. Pour ceux et celles qui souhaitent ce livre, Conrad, comment est-ce qu'on fait? Alors, pour ceux qui souhaitent avoir ce livre, Bah oui. en toute simplicité, bon, ils vont sur mon site et il y a un lien qui permet de l'avoir. Ok. D'accord, donc le site par internet, un moteur de recherche, Conrad. Conrad White Eagle. White Eagle. Ils tomberont dessus. Exactement. Ce livre parle de quoi? Parce que Prends conscience et avance. Alors, moi, je me suis fié un petit peu à mes expériences, à mon cheminement de vie par rapport à ce que j'observais de la nature et des animaux. Et par cette observation, je me suis aperçu que ça m'apportait énormément de réponses dans tout ce que je pouvais traverser dans ma vie. Et par rapport à ces réponses, par rapport à mes interrogations, par rapport à mon chemin de vie, j'ai eu envie de partager ça. Donc j'ai mis 10 ans pour écrire ce livre. Chaque mot a été pesé, vraiment pesé, par rapport à mes expériences vécues toujours. J'ai pas la vérité absolue, mais j'ai ma vérité à moi. Et j'ai vraiment eu envie de montrer aux gens que, à travers la nature, à travers les animaux, en étant dans cette harmonie, dans cette fluidité et dans cette observation aussi, on pouvait recevoir beaucoup de messages qui nous permettent de simplifier notre vie, notre perception des choses et notre perception des mauvaises choses, entre guillemets, que l'être humain a tendance à trop vivre souvent. Dès qu'il se passe quelque chose, on dit « Oh là là, j'ai quelque chose de négatif, il se passe quelque chose dans ma vie. » Et en étant dans l'observation, tout simplement dans la nature des animaux, on a toujours des réponses. Et si on est ouvert à ça, on a toujours des réponses par rapport à ce qu'on traverse, à n'importe quel moment dans notre vie. Laila, tu viens de finir aussi d'écrire un livre qui sort. Laila Del Monte, Little Wolf, Petit Loup. Comment j'ai appris à communiquer avec les animaux? Alors il y a celui-ci qui vient de sortir, et puis il y a l'autre, celui pour lequel je t'avais reçu à la librairie de l'Inconnu, donc la communication avec les animaux. L'éditeur? Très Daniel, c'est marqué, c'est Vega, c'est sous Vega, mais c'est Très Daniel. Alors donc pour le coup, plus ou moins un roman, mais autobiographique? Beaucoup de différents personnages, des parties autobiographiques, oui. Et tous les rencontres avec les animaux sont vraies. Toutes les expériences dedans sont des vraies expériences. Et les illustrations sont par Conrad, les belles illustrations. Et la belle couverture que j'adore. Ce soir avec nous, Conrad et White Eagle et Laila Del Monte pour nous parler de la communication avec les animaux. Alors, je reviens, Laila, sur ce qui se passe au Mexique, sur cette, alors pour le coup, reconnexion qui vient valider ou appuyer d'autant plus le fait que pour toi, cette communication avec les êtres de lumière est bien présente. Au-delà des opérations, des 5 opérations qui te sont faites, est-ce que des messages te sont livrés? Alors ça fait 18 ans que la première fois c'était il y a 18 ans et j'y vais très très régulièrement quand je suis pas en Europe et je suis aussi en contact avec eux en esprit et ils m'ont guidée dans toute ma vie. Oui. Quand tu parles de guider, alors qu'est-ce que ça sous-entend? Puisque justement, avant l'émission, on parlait de guide, oui. De guidance. Oui, oui. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de guidance? Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé
Parce que là aussi, on peut parler des lois universelles et du libre arbitre de l'être humain. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'est demandé, peut-être aussi? Enfin, ils disent toujours qu'ils ne sont pas des guides, qu'ils sont des médecins, mais ils sont toujours là et c'est très très simple. Des fois, c'est une phrase à laquelle on réfléchit pendant longtemps. On se dit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase? Et c'est très simple, c'est pas des grands discours et c'est pas des grandes choses dogmatiques. Et à travers cette guidance, ce qui est incroyable, c'est qu'on apprend vraiment tout au niveau de la liberté pour l'autre et l'humilité, on apprend tellement de choses à travers la façon dont eux ils sont. C'est tellement exemplaire, c'est tellement beau, tellement vrai tout le temps. Et ça, c'est 18 ans. 18 ans, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas eu de faille, il n'y a jamais eu de faille. Alors, je réitère quand même la question sur qu'est-ce qui t'est proposé peut-être. Si, comme tu le dis, il y a peut-être une phrase sur laquelle tu es censé réfléchir ou méditer longtemps, tout dépend. Et ils ne me disent pas de méditer longtemps, ils me disent rien. Des fois, ils me disent juste une phrase. Quand je pose une question, ou je viens avec un questionnement, ou une préoccupation, ou une peine, ou même avec une joie, et ils me disent pourquoi t'es venu, et je dis ils disent en général c'est pour le physique, et s'ils disent comment tu vas, je dis je vais bien, et ils disent toujours alors pourquoi t'es venu? J'ai dit c'est pour te voir, pour vous voir. Mais quand je viens avec quelque chose, ils me parlent, c'est pas nécessairement une réponse, mais c'est rempli d'incroyablement de sagesse et de tout le temps. Et c'est très très simple, des fois c'est très simple. C'est dur. Par contre, si je peux me permettre, oui, vas-y, c'est tellement dur à mettre en mots. C'est vrai qu'ils ont quand même quelque chose qui revient souvent. Quoi qu'il arrive, dans quelque situation que tu puisses traverser, et pour quelque raison qu'on puisse aller les voir, ils nous précisent toujours d'être toujours dans la vérité, dans l'humilité, dans l'intégrité, pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire autour de toi, dans tout ce que tu peux faire. À partir du moment où tu es dans la vérité, dans l'honnêteté, dans cette intégrité qu'ils demandent, eh bien forcément, on dégage ces énergies-là qui vont se retransmettre à travers toutes choses qui sont autour de nous, qui vont affecter beaucoup de choses. Et ça, ils en parlent souvent. Amour et sincérité, ils parlent toujours. Ouais. Et donc, il mentionne le fait que cet amour que l'on a en soi rayonne sur les autres, sur notre entourage. Oui, ils ne le disent pas dans ces mots-là, mais il dit fais les choses avec amour et sincérité. Tout le temps, il parle beaucoup de ça et de cette honnêteté. Oui. Alors, Conrad, pour le coup, de ta rencontre avec Laïla, puisqu'elle est rentrée en contact, je dirais, avec justement ces médecins de lumière, toi, de par tes origines amérindiennes, et de la manière dont tu t'es reconnecté, il y a combien, peut-être 5 ans, que tu t'es reconnecté à ta culture. À peu près, oui. Ouais. Où je me suis vraiment reconnecté à eux, oui. Et vu que vous allez souvent aux États-Unis, l'un et l'autre, dans quelle mesure est-ce que finalement cette ouverture spirituelle, pourrait-on penser, peut être une aide, notamment je parle pour les Amérindiens pour le coup. Alors je m'explique. Aux États-Unis, et vous me direz si je me trompe, hein, mais la culture amérindienne s'est perdue pendant longtemps. L'alcool a fait des ravages, notamment, bien entendu, les territoires que le gouvernement américain avait donnés à ces peuples s'est vu réduit comme peau de chagrin, voire pour certains, parce qu'il y avait du pétrole en sous-sol par la suite, ça a permis à certaines tribus de pouvoir développer des écoles, de pouvoir vraiment s'enrichir dans le sens noble du terme, de ce que j'ai pu en voir comme documentation en tout cas, au point de vouloir valoriser et faire valoir les droits et la culture amérindienne de cette tribu. Maintenant, pour ce qui est de cette connexion spirituelle qu'ils avaient auparavant, cette communication qu'ils avaient avec les éléments, la terre, le ciel, les animaux bien entendu, est-ce que lorsque tu te rends là-bas et que tu as peut-être l'occasion de voir justement... alors tu me parlais de ta mère qui était d'origine cheyenne. Est-ce que tu as eu l'occasion de retourner, je dirais, voir ce peuple et de ce que tu incarnes au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un écho finalement? Est-ce qu'ils ont perdu beaucoup
de leur culture initiale, et qu'est-ce que tu peux représenter pour eux, toi, en tant que mixage français, européen, américain? Alors c'est vrai que pour la plupart, ils ont perdu beaucoup de leur culture par rapport à l'évolution on leur a imposée. Mais il y a quand même certaines personnes, des anciens, qui gardent encore ces vraies valeurs. Ces vraies valeurs comme les medicine man, les medicine woman, euh, qui gardent ces valeurs spirituelles, d'accord? Par exemple, par rapport aux esprits, comme on parlait tout à l'heure, il y a certains encore qui gardent ces valeurs-là, qui les gardent un petit peu à l'écart de la civilisation. Euh, c'est vrai que maintenant, de plus en plus de gens, de plus en plus d'Européens s'intéressent à ça, à cette culture, à la culture du peuple auquel j'appartiens. Mais après, euh, j'ai remarqué, j'ai constaté en tout cas en Europe que beaucoup de gens qui s'intéressent à cette culture ont tendance à un petit peu, entre guillemets, se l'approprier pour se faire, pour se valoriser un petit peu, pour essayer d'en faire quelque chose dans ce monde et l'adapter à cette manière-là, ce qui n'est pas forcément une bonne voie. Euh, mais c'est vrai que moi, de la façon dont je vois les choses maintenant, c'est que moi je pense comme les anciens. D'accord? Je ne me suis pas adapté à la vie de maintenant. Je pense vraiment comme les anciens. J'ai encore cette connexion avec le grand tout, avec les esprits. Et j'essaie de montrer ça aux gens. À ma manière à moi, j'essaie de montrer ça aux gens. Et quelque part, je suis juste un petit personnage, moi, qui permet aux gens de découvrir une belle culture, de découvrir des origines et qui avaient vraiment une connexion avec le grand tout et qui vivaient de façon simple et vraie. C'est-à-dire avec tout ce que ça implique, dans le respect de toute chose, dans la valeur de toute chose, dans la notion de sacré de toute chose, de chaque chose, que ce soit un animal, une plante. Et d'ouvrir les gens à ça. J'essaie de montrer ça aux gens et de leur montrer que ce n'est pas perdu, qu'on peut le retrouver maintenant. Ça dépend de chaque personne, que ce soit un Amérindien ou un Européen, un Occidental, peu importe de quel endroit du monde. Chacun a le choix. Maintenant, chacun a vraiment le choix de percevoir les choses à sa manière pour avoir cette notion de respect, de sacré, tout en ayant l'humilité d'être dans cette voie-là. Parce que c'est vrai que je parle d'humilité parce que maintenant il y a beaucoup de tendances qui se font, si je peux me permettre d'en parler un petit peu, il y a beaucoup de tendances qui se font où les gens vont prendre un stage aux États-Unis ou même ici en France, en Europe, et de retour de stage, ils se disent oh, ok, je suis chaman. Ça, c'est quand même. Moi, personnellement, ça me choque beaucoup parce que les gens, s'ils savaient ce que c'est le mot chaman, fait medicine man, medicine woman, s'ils savaient ce que ça implique, déjà, ça implique le fait qu'un chaman ne choisit pas de devenir chaman. Un chaman ne choisit pas sa voie. Un homme médecine, une femme médecine, ça lui est imposé par les esprits, par les anciens, dès sa naissance. Donc déjà, on ne choisit pas de devenir chaman, ça nous est vraiment imposé et on passe par beaucoup d'étapes, des grandes souffrances physiques, des grandes souffrances émotionnelles. Mais je ne peux pas le décrire exactement. Mais si les gens savaient vraiment ce que l'on traverse pour ça, non seulement, comme je te le disais juste avant l'émission, non seulement ils ne voudraient plus devenir chaman, mais en plus ils n'oseraient même plus prononcer le mot chaman par peur. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce que les gens pensent que à travers une rencontre avec un Amérindien, avec un chaman, medicine man, medicine woman, à travers une semaine de partage, ils pensent qu'en revenant en Occident, mais ils peuvent s'approprier le titre de chaman et exercer la fonction de chaman ici. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que ça désacralise les choses, ça désacralise les vraies valeurs, et ces gens-là ne sont pas dans une vraie démarche, en fait. Et ça peut être dangereux. Et ça peut être très dangereux. J'ai eu des exemples à plusieurs reprises où ça a été très, très néfaste. Alors, de ce retour à ta culture, et je ne sais pas dans quelle mesure tu as été vers la tribu Cheyenne ou d'autres, les Indiens Hopi peut-être, je ne sais. Vu que toi-même tu es à l'heure actuelle un mix de surcroît vivant en Europe, tu as grandi en Europe, le fait d'aller vers eux avec ta caractéristique, avec toi, ce que tu es, mais avec cette affinité que peut-être bon nombre d'Amérindiens ont eux-mêmes perdue. Oui.
comment est-ce qu'il te considère, après avoir été, entre guillemets, j'exagère le trait, mais c'est pour que les gens auditeurs les comprennent, après avoir été rejeté ou mis au banc des originaux quand tu étais enfant, adolescent et jeune adulte, maintenant que tu te sois redécouvert de toute cette culture, de toute ta richesse, de tout ce que ta tradition ou tes traditions européennes et amérindiennes peuvent inclure, d'aller retourner là-bas, chez eux. Alors, comment s'est passé peut-être les premiers contacts? Qu'est-ce que tu as peut-être souhaité ou... Alors, j'ai pas vraiment souhaité quelque chose. J'ai eu la chance de pouvoir y aller. Ça m'a été un grand cadeau d'ailleurs. J'ai eu la chance de pouvoir y aller et de dire, ok, on m'a emmené, là, il m'a fait découvrir le Montana. D'accord? Le Montana, c'est là où sont vraiment mes origines. Rien que le fait d'être là-bas, sur les terres, dans le Montana, je me suis senti chez moi. J'ai eu une énorme connexion avec tout ça. Je me suis senti chez moi et moi-même, vraiment, là où j'étais. Après, pour aller à la rencontre de mon peuple, c'est très difficile de les rencontrer. C'est vraiment très très difficile. J'ai rencontré très peu d'Amérindiens qui s'ouvraient à moi, parce qu'il faut savoir que ils ont quand même aussi des a priori sur les métis, sur ce qu'ils appellent les sangs mêlés. Ok, c'est très difficile. Mais le peu que j'ai rencontré, je prends l'exemple de Valerie, qui est une femme médecine aussi, qui est à moitié d'origine Cherokee, c'est ça? Il me semble qu'elle est Cherokee. Quand même. On a échangé beaucoup de choses, et on s'est révélé mutuellement beaucoup de choses, et j'ai été quand même reconnu. Donc ça c'est important. Et en parlant de reconnaissance, et même sans avoir d'échange avec eux, je me souviens d'un moment vécu incroyablement beau, qui m'a marqué et que j'aurai dans le cœur et dans l'esprit pour tout le reste de ma vie, et à quel point je me suis senti vraiment moi et reconnu en tant qu'Amérindien. Nous étions sur une place où on devait faire des choses très bassement matérielles. Ouais, sur une place à Los Angeles, et on attendait sur un petit square là, et j'ai vu un Amérindien arriver de très très loin parmi la foule. Il y avait beaucoup de blancs, donc c'était le seul Amérindien qu'il y avait avec moi. Il était très très loin. On s'est regardé. Il y a une espèce de reconnaissance qui s'est fait. Et il m'a fait ce signe-là. Le signe de bonjour, et je te reconnais. On fait partie du même peuple. Sans avoir à échanger aucun mot. Ça c'est un signe vraiment traditionnel. Ça, c'est plus employé maintenant. Et là, j'ai eu quelque chose de très fort qui s'est passé. Je me suis aperçu que y avait des vibrations qui se faisaient entre nous aussi, sans avoir besoin d'échanger quoi que ce soit. Et ça a été une des plus fortes reconnaissances que j'ai pu avoir. Est-ce que, pour toi, tu parlais tout à l'heure des chamans, Conrad, est-ce que tu pourrais accepter cette étiquette de chaman? Elle est très lourde à accepter, cette étiquette de chaman. Quand on me demande, moi, de reconnaître quelque chose, de dire est-ce que tu es en médecine, on me pose souvent la question. Je dis, moi je suis juste moi-même. C'est une grosse responsabilité d'avoir l'étiquette de chaman. D'abord, j'aime pas ce mot étiquette. Et c'est une très très lourde responsabilité. Moi je dis que je suis juste moi-même. Avec ce que j'ai en moi, avec ce que j'ai pour aider. Je suis juste moi-même, c'est tout. J'ai pas trop envie, et puis ni de me mettre une étiquette de chaman, ni de me mettre une étiquette de médecine man, tant que je ne serai pas reconnu par les anciens de mon peuple. Le jour où je serai reconnu et qu'on me donnera le titre de médecine man, vraiment, par les anciens, les vrais, qui ont encore ces traditions-là, là peut-être que je pourrais envisager d'accepter de porter ça. Et pour l'instant, moi, je le dis, quand on me le demande, je le dis, moi je suis juste moi-même. C'est tout. C'est déjà énorme d'être soi-même. Alors, pour ce qui est des animaux, on parle d'érégore, on parle d'inconscient collectif, on parle d'âme groupe. Reste à définir ce que tous ces termes différents veulent dire au sein des animaux. Pour ceux et celles qui sont des entités individuelles,
J'entends par exemple les chats. Les chats sont des solitaires, alors que les loups ou les chiens vivent en meute normalement. Donc est-ce que cela change quoi que ce soit au sein de la communication avec eux? Je prends d'autres exemples, que ce soit par exemple les vaches. Là, tu nous parlais des chèvres que tu aimes. Ou J'aime encore tout, moi. Ah ouais, de toute façon. Ou encore des moutons. Bref, il y a différents aspects chez les animaux. Certains vivent seuls, d'autres vivent en groupe. Est-ce que, quand on parle d'âme groupe, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Et lorsqu'on parle de communiquer avec le déva du groupe en question, parce que les dévas, là aussi, on a tout entendu, alors peut-être du n'importe quoi, peut-être aussi des choses intéressantes. Alors vous-même, de votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez en dire pour les auditeurs? Alors, moi, je rentre jamais dans des choses comme ça. Parce que je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et à moins qu'un des esprits qu'on va me expliquer exactement à l'oreille, que je l'entends bien clairement. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de choses qui sont dites, des livres et des choses. Et comment on sait? On sait pas vraiment, on sait rien. Et moi, je pense que c'est suffisant juste de parler avec un animal, avec son esprit. C'est déjà le plus grand cadeau qu'on puisse avoir. On n'a pas besoin de se préoccuper. Enfin, pour moi, je dis pas qu'il faut pas. Pour moi, c'est pas la peine de se préoccuper de toutes ces choses, de Deva, âme groupe, tout ça. C'est très possible, mais comme je sais pas, moi, je suis déjà heureuse de pouvoir communiquer avec leur esprit. Conrad? Comme le dit Laïla, c'est déjà un immense cadeau, en toute simplicité, de pouvoir communiquer avec l'animal qui partage votre vie, ou même un animal sauvage. Et c'est vrai que l'être humain a tendance à vouloir mettre, comme tu le disais, des étiquettes partout, et de dire, ok, là il y a âme groupe, là il y a telle chose, là. Et soyons simples. Essayons de faire les choses en toute simplicité, et d'arrêter de mettre des étiquettes à tout ce qu'on peut mettre comme étiquette. Et c'est vrai que l'être humain, s'il fait ça, va se libérer de beaucoup de choses. Et c'est ça aussi de pouvoir lâcher certaines choses qui sont conventionnelles et qui ont été dans l'éducation, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus vaste, pour pouvoir s'ouvrir au grand tout. Je pense que si on arrêtait de mettre des étiquettes à beaucoup de choses, l'être humain verrait les choses d'une manière beaucoup plus vaste, et il s'ouvrirait, il pousserait des portes qu'il n'a pas l'habitude de pousser. Mais tant que l'être humain mettra des étiquettes à toutes choses, essayera d'expliquer, toujours d'expliquer, il empêchera sa propre évolution. Moi, à mon sens, c'est comme ça que je le vois. Tu mentionnais tout à l'heure qu'au sein d'une meute, des loups qui sont partis à la chasse restent en contact malgré les 200, je sais pas, les 20-30 km qui séparent des autres membres de la meute. Oui. Est-ce à dire que les loups, d'une manière générale, sont tous en communication ou c'est vraiment exclusif à la meute? Est-ce que le fait de vivre en meute chez les animaux grégaires comme ça, qui vivent en clan, c'est spécifique au clan? Chaque clan ne peut pas forcément communiquer avec les autres, ou d'une manière générale, de l'expérience que vous pouvez en avoir, ils communiquent quand même entre eux? Oui. Pour moi, ils communiquent entre eux au niveau du groupe. Par exemple, un groupe de chevaux sauvages, disons au Montana, par exemple, ils vont communiquer. Il y aura un qui va être établi en tant que le leader du groupe, qui va avertir les autres du danger, que s'il y a un puma ou un mountain lion qui va se jeter sur eux. Et celui-là, il transmettra le message très rapidement à tous les autres du danger. Et en général, c'est celui qui a la plus grande capacité de capter le danger, de la plus grande sensibilité. Donc ça, ils communiquent entre eux, mais pour moi, ils communiquent aussi très bien entre espèces. Même justement, ce cheval, disons qu'il a capté le puma, mais peut-être que ce puma, il est très très loin. Et qu'est-ce qu'il a capté de ce puma? Il a capté les pensées ou ce qui émanait, la fréquence qui émanait. Parce qu'il n'a pas capté l'odeur, ni la sensation, la fourrure, ni la chaleur, ni rien. Parce qu'il est trop loin, le puma. Il a capté justement les fréquences mentales ou émotionnelles, pensées, psychiques. émotionnelles. Moi, je pense qu'ils communiquent très entre espèces complètement, entre eux. Alors, moi, de l'expérience que j'en ai, ils sont tout à fait capables de communiquer entre espèces. Non seulement au sein de leur propre meute, mais à tous les autres animaux qui puissent les entourer. Comme le disait Laïla, quand il y a un danger, quand
une meute ou alors des animaux, par exemple comme un troupeau de biches, va capter un puma, eh bien il y a toujours un alpha dans le groupe qui va capter, ce que je disais tout à l'heure, les énergies du puma. C'est-à-dire les énergies, on peut capter les intentions, on peut capter tout ce qu'il a comme intentionnel. Dans ces énergies-là, il va émaner quelque chose où il est en chasse, en train de penser à chasser. Et tout ça, ça dégage des énergies qui vont être captées aussi, non seulement de façon énergétique par le groupe d'animaux qui peuvent être chassés, mais aussi par une certaine forme de télépathie aussi. Et il y a beaucoup de choses qui se font. On l'a très bien vu au Montana à plusieurs reprises, où les animaux communiquent entre eux par télépathie, même entre espèces. Et ils peuvent ressentir des choses entre eux, ils peuvent ressentir des émotions, ils peuvent ressentir des souffrances des autres, en faisant partie d'une espèce totalement différente. Alors, c'est très intéressant ce que vous mentionnez. Alors, j'aimerais comprendre. J'ai mon chat à la maison, qui un superbe chat. Il fait son travail de chat. Les souris, les oiseaux, dès qu'il peut les choper, il les chope. Oui. Et de surcroît, tout fier d'avoir ramassé la souris ou l'oiseau, il vient nous les déposer au pied en disant « Regardez, c'est génial, j'ai fait mon travail ». Mais me vient cette idée, si effectivement il y a communication entre le prédateur et celui qui joue le rôle de la victime, comment se passe? Moi, ça m'a fait mal personnellement, même si c'est la nature, de voir mon chat, une toute petite souris, et de voir que cette dernière était un jouet dans ses mains. Oui. Et au final, c'est la mort. Donc, quelle communication se joue à ce moment-là entre ces deux espèces qui apparemment communiquent par télépathie? Enfin, il n'y a pas vraiment une communication spécifique à ce moment-là. Je pense pas que la souris dit mange-moi, non, me mange pas. Ou le chat dit dépêche-toi parce que sinon je vais te manger. Il n'y a pas de communication dans ce sens-là. Là c'est vraiment l'instinct qui prend le dessus. Il y a des lois que nous, on n'a pas le droit d'interférer dans ces lois-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas de communication entre espèces. Mais il y a eu beaucoup de choses, même sur Internet, il y a eu énormément de choses qui ont été montrées où on voit des animaux de différentes espèces qui sont proches ou qui communiquent ou qui ont été élevés ensemble. Donc je pense que tout est transformable. Mais après, il y a les lois de la nature. Oui. Tout est transformable, comme le dit Laïla, quand on met des espèces prédateurs avec animaux chassés. Si on les met ensemble très jeunes ou dans certains contextes, ils vont complètement fusionner entre eux. C'est comme ça. Par contre, on ne pourra jamais enlever l'instinct sauvage de l'animal. Il faut savoir que, par exemple, pour ton chat, il faut savoir que les félins, en particulier les chats, gardent toujours un instinct sauvage, quoi qu'il arrive. C'est des animaux qui sont jamais complètement domestiqués. Et dans ces instincts sauvages, il a des réflexes aussi sauvages d'aller chasser, d'aller faire des choses. Alors c'est vrai que quand il va chasser la souris va comprendre qu'elle va être chassée. Mais par contre, elle ne va pas pouvoir interférer sur le fait que le chat est sauvage et qu'il veut chasser. La seule chose qu'elle va faire, c'est son instinct de survie, c'est prendre la fuite. Voilà, c'est de cette manière-là que les animaux communiquent entre eux. Il faut savoir que dans la nature, maintenant dans les animaux domestiques c'est différent puisque vous avez été imprégné de l'homme, mais dans la nature, les animaux ont trois choses essentielles dans leur vie. C'est la survie, la reproduction et la nourriture. Donc après, quand un animal capte qu'il va être chassé, la première chose qui va venir dans son instinct sauvage, c'est la fuite, la survie. C'est pour ça que bon, il n'y a pas vraiment de dialogue où ils vont dire ok non, ne me mange pas de suite, attends un peu, on va faire copain d'abord. Voilà. Après, il arrive que des espèces, oui, quand on met des espèces, on a vu un lion avec une biche par exemple qui ont été mis ensemble très jeunes, on ne sait pas absolument pas pour quelle raison, eh bien le lion a pris soin de la biche, il a protégé, il y a d'énormes cas comme ça qu'on ne peut pas expliquer, et peut-être que ils font preuve de compassion aussi, en tout cas comme on a pu le voir. Nous on a d'énormes exemples où les animaux font aussi preuve de compassion. Ouais, il y a de nombreuses vidéos comme ça sur Internet qui sont vraiment magnifiques. Oui.